La plupart des Européens veulent la paix, mais ce souhait ne se reflète pas en politique en raison de la subversion démocratique par ces gouvernements. Ce n'est pas une citation de Vladimir Poutine. Elle découle de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine, un document définissant les menaces auxquelles les États-Unis font face et les moyens prévus par l'administration présidentielle pour y répondre. C'est la première tentative sérieuse de cristalliser le concept d'America First et d'expliquer ce qu'il signifie réellement pour la politique étrangère des États-Unis, pour les alliés de l'Amérique et pour ses adversaires. La nouvelle stratégie décrit un monde fondamentalement hostile aux États-Unis, un monde qui pendant des décennies s'est enrichi en exploitant la naïveté et l'idéalisme des élites libérales qui gouvernaient autrefois l'Amérique. Le président Trump entend désormais mettre fin à cette ère et le faire de manière radicalement intransigeante. Contrairement à son premier mandat, Trump n'essaie plus de réparer l'ordre international existant. Il veut maintenant le démolir pour en bâtir un nouveau à sa place. Il remet en question pratiquement tout ce qui a constitué les fondements de la stratégie américaine pendant des décennies, le globalisme et le libre-échange, le rôle de l'Amérique dans les institutions internationales et même la logique de maintenir des alliances qui n'apportent pas de bénéfices tangibles aux États-Unis. La nouvelle stratégie est d'une honnêteté brutale, comme elle l'affirme. Chaque pays, région, question ou cause, aussi digne soit-elle, ne peut pas être au centre de la stratégie américaine. L'Amérique abandonne officiellement l'exportation de la démocratie libérale et renonce à son rôle de gendarme du monde. Dans l'Amérique de Trump, il n'y a pas de place pour les sentiments. Désormais, la seule boussole de la politique étrangère américaine est l'intérêt national des États-Unis. Cela ne signifie pas un retrait de la puissance mondiale, bien au contraire. Les États-Unis ont l'intention de préserver leur position d'hégémon mondial, mais en utilisant des méthodes machiavéliques bien plus impitoyables. Ce qui suit est un séisme géopolitique, une vaste reconfiguration des alliances et des rivalités. Dans la stratégie de Washington, la Chine reste un adversaire existentiel. La Russie, en revanche, est présentée comme un partenaire potentiel. L'Union européenne, quant à elle, est considérée comme un rival politique et économique dont les structures bureaucratiques devraient être démantelées aussi rapidement que possible. Nous entrons dans une ère de concurrence débridée, dans laquelle les États-Unis ont mis tous leurs atouts sur la table. L'hégémonie du dollar, la supériorité technologique et tout l'arsenal de la guerre économique, non seulement pour frapper les ennemis, mais aussi pour discipliner les alliés récalcitrants. Bienvenue dans le monde de Donald Trump. L'axe central de la nouvelle stratégie américaine est le concept d'intérêt national. Comme le document l'indique clairement, le but de la politique étrangère est la protection des intérêts nationaux fondamentaux. C'est l'unique but de cette stratégie. L'administration Trump critique fortement la politique étrangère menée depuis des décennies par les élites libérales américaines. Selon elle, ces élites ont convaincu les citoyens que promouvoir la démocratie à l'étranger et mener des guerres coûteuses et lointaines, en particulier au Moyen-Orient, servait l'intérêt national américain. Selon Trump, il s'agissait d'une profonde contre-vérité. Cela a conduit à la surextension de l'empire américain et à l'épuisement progressif de ses ressources. Trump situe les racines de la crise américaine, avant tout, dans la promotion du mondialisme et du libre-échange, et dans l'implication excessive de la politique étrangère américaine avec des institutions internationales telles que les Nations Unies. La nouvelle stratégie soutient que ce sont les mécanismes du libre-échange qui ont conduit au démantèlement de la base industrielle américaine, à l'érosion de la classe moyenne et à la dépendance croissante des États-Unis vis-à-vis de chaînes d'approvisionnement contrôlées par ses rivaux. La mondialisation n'est plus présentée comme une opportunité, mais comme un vecteur de transfert de richesses hors des États-Unis, principalement vers la Chine. Une réévaluation comparable concerne les organisations internationales, initialement destinées à renforcer la domination mondiale
de l'Amérique. En réalité, elles sont devenues des instruments qui contraignent Washington et limitent sa flexibilité en politique étrangère. L'administration Trump cherche à rompre clairement avec l'héritage de ses prédécesseurs, à mettre fin à l'interventionnisme libéral et à redéfinir fondamentalement ce que signifie réellement l'intérêt national américain. Là où les prédécesseurs de Trump définissaient l'intérêt national comme la défense de l'ordre mondial libéral, Trump le définit de manière beaucoup plus restreinte, comme la sécurité des États-Unis eux-mêmes. Toute la nouvelle stratégie est subordonnée à cette seule priorité. Cependant, il est crucial de noter que la sécurité est comprise dans des termes très larges. Elle ne concerne pas seulement la protection physique contre des menaces militaires, telles qu'une invasion du territoire américain. Elle inclut également la protection contre des pratiques commerciales hostiles, les opérations d'influence étrangère, les cartels de drogue et les réseaux de trafic, l'immigration de masse et même la défense de l'identité civilisationnelle. Cela nous permet d'identifier 3 composantes fondamentales de la sécurité américaine: militaire, économique et civilisationnelle. Définie de cette manière, la sécurité a des implications profondes pour la politique étrangère américaine dans le monde de Donald Trump. Un déficit commercial n'est pas simplement un indicateur macroéconomique dont la signification dépend d'autres variables. C'est un symptôme de faiblesse stratégique, comparable à la perte de territoire. Un déficit commercial représente un transfert de la puissance nationale américaine à ses rivaux, et il doit être corrigé aussi rapidement que possible. Dans la vision du monde de Trump, la réindustrialisation des États-Unis cesse d'être simplement un objectif économique et devient, avant tout, une question de sécurité nationale. L'Amérique doit être capable de produire tout, de l'acier et des munitions aux puces semi-conductrices les plus avancées, afin de se protéger contre la coercition économique exercée par des États qui contrôlent des chaînes d'approvisionnement essentielles. Cette approche intransigeante et la sécurisation plus large des politiques se reflètent clairement dans la pression exercée par Trump pour renforcer le secteur énergétique américain. La nouvelle stratégie rejette totalement les politiques climatiques des dernières décennies, écartant à la fois le changement climatique et l'objectif de neutralité carbone comme une citation. Une idéologie nuisible qui n'a profité qu'aux adversaires de l'Amérique. Ainsi, les combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz, le charbon et l'énergie nucléaire redeviennent des ressources stratégiques pour fournir une énergie fiable et peu coûteuse à l'économie américaine en réindustrialisation. Parallèlement, les exportations américaines de ressources énergétiques, notamment le gaz naturel liquéfié, deviennent un levier stratégique. Les exportations d'énergie visent à assurer la domination énergétique américaine, à évincer les puissances rivales des marchés clés et à lier plus étroitement les économies des États partenaires, en particulier en Europe, aux États-Unis. La nouvelle stratégie américaine accorde également une importance énorme à ce qu'elle définit comme la sécurité civilisationnelle du pays. L'administration Trump soutient que, pour que l'empire américain perdure, il doit être fort, non seulement sur le plan militaire et économique, mais aussi sur le plan spirituel. Trump cherche à protéger ce qu'il appelle la force de l'esprit américain par plusieurs moyens. Avant tout, une rupture décisive, avec l'immigration de masse, non seulement illégale, mais l'immigration de masse en tant que telle, qui selon lui a submergé les États-Unis. Le président soutient que l'immigration de masse a mis à rude épreuve les ressources nationales, augmenté la criminalité, affaibli la cohésion sociale, perturbé les marchés du travail et compromis la sécurité nationale. La nouvelle stratégie considère donc la migration de masse comme une forme d'invasion extérieure. La protection des frontières et la prévention de nouvelles vagues migratoires deviennent des priorités absolues. Trump identifie également une menace pour la force civilisationnelle de l'Amérique dans les formes radicales d'ingénierie sociale et d'activisme idéologique, y compris l'idéologie woke et les programmes diversité, équité et inclusion, diversité, équité et inclusion. À son avis, ces courants vident la société de l'intérieur, pénétrant chaque sphère de la vie américaine, des écoles et des lieux de travail jusqu'à l'armée et la politique, et laissent la nation vulnérable à ce que la stratégie décrit comme une subversion culturelle, une faiblesse que les adversaires de l'Amérique peuvent facilement exploiter.
En ce sens, la nouvelle stratégie annonce également une contre-révolution culturelle conservatrice fondée sur la défense des valeurs traditionnelles. Pour Donald Trump, la priorité absolue est la sécurité des États-Unis, une sécurité qu'il est prêt à garantir à tout prix. Il n'y a pas de règle fixe, la fin justifie les moyens. La nouvelle stratégie qualifie cette approche de réalisme flexible. Donald Trump veut une politique étrangère axée uniquement sur l'intérêt national américain sans promouvoir les valeurs démocratiques ou les droits de l'homme. On attend des diplomates américains qu'ils négocient des accords et renforcent l'empire. Pas pour donner encore plus de leçons sur la supériorité du monde démocratique sur les autres systèmes. Selon la nouvelle stratégie, les États-Unis sont prêts à coopérer avec n'importe quel État, qu'il s'agisse d'une démocratie, d'une dictature militaire ou d'une monarchie absolue. Le système politique d'un pays donné n'a aucune importance pour Trump. Ce qui compte, et uniquement cela, c'est de savoir si la coopération sert l'intérêt national des États-Unis. Trump adopte donc une vision du monde purement transactionnelle. Les alliances politiques et militaires ne reposent pas sur des valeurs communes, mais fonctionnent comme des contrats commerciaux, avec des termes clairement définis, valables uniquement tant qu'ils servent les intérêts de l'Amérique. Contrairement aux décennies précédentes, les partenaires de l'Amérique ne sont plus ceux qui partagent des valeurs libérales, mais ceux qui sont solvables et surtout utiles aux États-Unis. L'expression la plus frappante de cette approche transactionnelle est l'attitude de Trump envers l'OTAN. Au cours de son premier mandat, il a critiqué à plusieurs reprises les membres de l'Alliance pour s'être reposés sur le parapluie sécuritaire américain tout en négligeant de développer leurs propres capacités de défense. Sous pression et avec la guerre en Ukraine, les membres européens de l'OTAN ont progressivement accru leurs dépenses de défense. Lors du sommet de l'OTAN à La Haye en juin 2025, ils sont même allés jusqu'à accepter d'allouer 5% du produit intérieur brut à la défense. La nouvelle stratégie américaine reconnaît ce partage des charges plus équilibré comme un développement positif, mais conclut que cela reste encore insuffisant. Donald Trump souhaite que les alliés américains prennent davantage en charge leur sécurité. Les membres européens de l'OTAN sont censés assumer la responsabilité principale de la défense du continent, libérant ainsi des ressources militaires américaines pour être utilisées dans d'autres régions du monde. L'objectif de Donald Trump ne se limite donc plus à un partage des responsabilités plus équilibré, mais s'étend à un objectif bien plus ambitieux, en transférant la charge sur les alliés de l'Amérique. Washington semble reconnaître que cette approche pourrait générer de fortes tensions au sein de l'OTAN. Pour gérer ce risque, la stratégie propose la création de ce qu'elle appelle des réseaux de partage des charges, des groupements d'États prêts à assumer une plus grande responsabilité pour la défense de régions spécifiques au sein de ces réseaux. Les États-Unis joueraient principalement le rôle de coordinateur, plutôt que celui de principal garant et financier de la sécurité. Pour inciter les alliés à endosser le rôle de fournisseur de sécurité régionale, Washington propose un éventail d'avantages. Les États prêts à assumer une plus grande responsabilité peuvent s'attendre à des conditions commerciales préférentielles avec les États-Unis, à un accès facilité au système d'armes américain et à une entrée privilégiée dans les écosystèmes technologiques américains. Ces politiques peuvent avoir des conséquences potentiellement considérables. L'OTAN évolue de plus en plus d'une alliance fondée sur des valeurs communes vers un service de sécurité rémunéré. Dans le même temps, il existe un risque croissant de diviser les membres de l'OTAN en deux catégories, seuls les meilleurs alliés de Washington bénéficiant d'un traitement préférentiel et de taxes. La nouvelle stratégie détaille la future politique étrangère américaine pour 5 régions, l'hémisphère occidental, l'Indo-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. En ce qui concerne l'hémisphère occidental, traditionnellement considéré par Washington comme sa sphère d'influence exclusive, la nouvelle stratégie annonce un retour aux principes fondamentaux. La doctrine Monroe de 1823 dans sa forme originale. La doctrine Monroe déclarait que les continents américains n'étaient plus ouverts à la colonisation ou à l'ingérence politique des puissances européennes, et que toute tentative de ce genre serait considérée comme un acte hostile envers les États-Unis.
La nouvelle stratégie actualise cette doctrine à travers ce qu'elle appelle le corollaire Trump. Dans ce cadre révisé, les puissances extérieures contemporaines, avant tout la Chine, mais aussi la Russie et l'Iran, doivent être repoussées hors de l'hémisphère occidental. Ces États ne doivent pas maintenir de bases militaires dans la région, ni contrôler les ports ou d'autres infrastructures critiques. Une coopération économique excessive entre eux et les pays de l'hémisphère occidental est également vue avec suspicion. Le Venezuela, sous la présidence de Nicolás Maduro, est effectivement devenu un terrain d'essai pour la mise en œuvre du corollaire Trump. La stratégie des États-Unis envers l'hémisphère occidental est résumée dans le slogan « Enrôler et étendre ». Washington cherche à enrôler ses anciens alliés pour faire avancer les objectifs américains dans la région, en particulier le contrôle de la migration et la lutte contre le trafic de drogue. Parallèlement, les États-Unis prévoient une vaste offensive diplomatique et économique visant à évincer systématiquement les concurrents et à attirer d'autres pays dans l'orbite américaine. Cependant, les menaces auxquelles l'Amérique est confrontée dans l'hémisphère occidental ne se limitent pas à la concurrence avec la Chine ou la Russie. La stratégie met également en avant les menaces asymétriques et hybrides, notamment la migration de masse et le trafic de drogue vers les États-Unis. Donald Trump prévoit de relever ces défis en redéployant agressivement des ressources de régions moins prioritaires vers l'hémisphère occidental. Une présence militaire accrue sur terre et en mer vise à freiner les flux migratoires et à obtenir des résultats décisifs dans la guerre contre les cartels de la drogue. Une campagne que l'administration Trump a portée à un tout autre niveau. Les cartels individuels sont désignés comme organisations terroristes étrangères, les plaçant dans la même catégorie juridique que des groupes tels que Daesh ou Al-Qaïda. Cette reclassification permet à Trump de déployer non seulement des agences de maintien de l'ordre, comme la Drug Enforcement Administration, mais aussi toute la puissance de l'armée américaine. Un changement déjà visible dans des opérations telles que les frappes contre des navires vénézuéliens impliqués dans la contrebande de drogue. L'objectif de Washington à long terme est surtout une forte intégration économique de l'hémisphère occidental avec les États-Unis via le nearshoring, soit le rapatriement de la production américaine d'Asie vers des zones proches des frontières américaines. L'hémisphère occidental doit ainsi servir de base de ressources sûres et de centre de production pour l'Empire américain. Une autre région d'importance stratégique cruciale pour les États-Unis est l'Indo-Pacifique, que la nouvelle stratégie identifie comme le principal théâtre de la compétition au XXIe siècle. Le document note que l'Indo-Pacifique représente près de la moitié du produit intérieur brut mondial en termes de parité de pouvoir d'achat. Donald Trump soutient que si l'économie américaine veut prospérer, elle doit également réussir à concurrencer l'influence économique et politique dans cette région. Sur le plan économique, la nouvelle stratégie rejette le dogme de longue date selon lequel le commerce avec la Chine mènerait finalement à une libéralisation politique. Washington cherche désormais à réduire sa propre exposition économique à la Chine, tout en s'appuyant simultanément sur ses partenaires pour exercer une pression sur Pékin. Plus précisément, les États-Unis entendent pousser l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et d'autres à s'adapter. Des politiques qui obligeraient la Chine à freiner son modèle agressif, axé sur les exportations, et à réorienter sa production vers son marché intérieur. La ligne de front dans la compétition avec la Chine s'étend également au Sud global. La stratégie note justement que la Chine a rattaché de nombreux pays en développement à elle, via des prêts pour les infrastructures. Washington prépare une riposte. Elle vise à mobiliser les énormes actifs financiers détenus par des partenaires en Europe et en Asie, estimés à 7 000 milliards, afin d'offrir aux pays les plus pauvres une alternative au capital chinois. La logique de Washington est claire. Maintenir sa supériorité économique et technologique reste le meilleur moyen d'éviter une guerre avec la Chine. Cela implique une pression constante sur les alliés pour couper la Chine des technologies avancées, y compris les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique. À cette fin, les États-Unis cherchent à construire une alliance technologique informelle dans laquelle l'accès au marché financier américain et à l'innovation est offert. En récompense de l'alignement politique et de l'isolement économique de Pékin,
Sur le plan militaire, la nouvelle stratégie souligne la nécessité de défendre Taïwan contre l'agression chinoise. Pour l'administration Trump, la valeur stratégique de Taïwan réside non seulement dans sa domination de la fabrication de semi-conducteurs, mais surtout dans son rôle dans le maintien du contrôle de la première chaîne d'îles, l'arc qui s'étend du Japon à travers Taïwan jusqu'aux Philippines. Cette chaîne forme une barrière naturelle empêchant la marine chinoise de s'aventurer dans les eaux profondes du Pacifique. Si Taïwan venait à tomber, toute la stratégie américaine dans la région s'effondrerait, ouvrant une voie directe à la Chine vers Guam et Hawaï. Parallèlement, les États-Unis attendent du Japon et de la Corée du Sud qu'ils prennent plus de responsabilités dans la défense régionale. La nouvelle stratégie aborde encore la question du partage du fardeau. Les alliés asiatiques sont censés développer leur capacité de défense conventionnelle et renforcer activement la première chaîne d'îles. De plus, le prix du parapluie de sécurité américain augmente. Washington exige désormais non seulement une augmentation des dépenses de défense, mais aussi un accès élargi pour la marine américaine aux ports et bases militaires alliés. L'accord est simple, les Alliés doivent construire un mur le long de la première chaîne d'îles, tandis que les États-Unis fournissent la profondeur stratégique et la puissance de frappe nécessaires pour l'emporter lors d'une confrontation avec la Chine, si la guerre s'avérait inévitable. Cette section de la nouvelle stratégie consacrée à l'Europe est intitulée « Promouvoir la grandeur européenne », et c'est probablement la partie la plus controversée de tout le document. Cela équivaut à une critique acerbe des élites politiques européennes et remet ouvertement en question l'avenir de la relation transatlantique. La stratégie note que la part de l'Europe dans le produit intérieur brut mondial est passée de 25% en 1990 à environ 14% aujourd'hui, en imputant ce déclin à une réglementation excessive et à la bureaucratie de l'Union européenne. Pourtant, pour l'administration Trump, la principale menace pour l'Europe n'est pas la stagnation économique, mais la perspective, je cite, d'une disparition civilisationnelle. Washington reproche à l'Union européenne de miner la démocratie, de réprimer l'opposition, d'affaiblir les identités nationales et de favoriser la migration de masse. Un processus qui, selon la stratégie, conduit au déplacement démographique et culturel des populations autochtones d'Europe par des immigrants venant de l'extérieur de la sphère civilisationnelle occidentale, comme le dit le document sans détour. Citation : « Nous voulons que l'Europe reste européenne. » Dans cette perspective, les élites de Bruxelles ne sont plus considérées comme des alliés, mais comme des saboteurs, sapant le vieux continent de l'intérieur. La nouvelle stratégie américaine signale donc une campagne active contre les élites de l'Union européenne, et ce qu'elle décrit comme des restrictions antidémocratiques. Elle suggère que l'intégration européenne devrait être arrêtée, et que l'Union européenne elle-même devrait à terme être démantelée. Washington indique sa volonté de soutenir activement ce processus, en soutenant les soi-disant partis européens patriotiques, qui cherchent à relancer les États-nations souverains au détriment d'une intégration européenne plus poussée. En pratique, cela équivaut à une stratégie classique de diviser pour mieux régner. Les États-Unis veulent collaborer étroitement avec un petit groupe de pays qualifiés de nations saines d'Europe centrale, orientale et méridionale. Ce sont des États qui, selon Donald Trump, cherchent à préserver leur identité nationale et restent sceptiques face à la migration de masse et à la centralisation imposée par Bruxelles. Washington cherche ainsi à renforcer ses liens commerciaux et militaires avec eux. La Pologne, par exemple, est présentée dans ce cadre comme un élément clé du soi-disant noyau sain de l'Europe. Pour Varsovie, cela peut sembler une perspective attrayante, mais cela devient profondément trompeur dès lors que l'on prend en compte la politique américaine envers la Russie. La nouvelle stratégie américaine critique les gouvernements européens pour ce qu'elle qualifie d'attentes irréalistes concernant la guerre en Ukraine. Elle ignore largement que de nombreux États européens voient la Russie comme une menace existentielle. La priorité de Washington est une fin rapide des combats en Ukraine, visant, je cite, à rétablir la stabilité stratégique avec la Russie. Cela suggère que Washington envisage encore une version inversée de la manœuvre de Nixon, tentant de détacher la Russie de la Chine pour la retourner contre Pékin. Ce n'est pas tout.
la nouvelle stratégie ferme effectivement la porte à l'adhésion à l'OTAN, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour des pays comme la Géorgie. Les États-Unis renoncent publiquement à poursuivre l'élargissement de l'OTAN. Il convient de noter que la section consacrée à l'Europe constitue une exception dans l'architecture globale de la nouvelle stratégie américaine. Envers le reste du monde, Washington proclame une politique de réalisme flexible et ce qu'il appelle le transactionnalisme envers l'Union européenne. Cependant, elle applique une logique fondamentalement différente, fondée sur des arguments explicitement idéologiques. Les raisons qui sous-tendent la posture agressive de Washington envers l'Union européenne semblent être doubles. À un certain niveau, l'administration Trump considère l'Union européenne comme le dernier grand bastion du mondialisme dans le monde occidental. En même temps, les États-Unis ressentent toujours de forts liens culturels avec l'Europe et affirment se soucier de l'avenir du continent. Cependant, ce sont les calculs impériaux stricts qui comptent le plus. L'Union européenne, en tant que bloc commercial unifié et puissant, est un concurrent direct des États-Unis. Elle impose de nombreuses réglementations aux géants américains de la technologie et fait obstacle à la tentative de Washington de démanteler l'ordre mondial existant. Une Europe fragmentée en une confédération lâche de nations souveraines serait bien plus commode et bien plus facile à gérer pour Washington. La nouvelle stratégie américaine introduit également une vision révisée du Moyen-Orient. En tant qu'exportateur net d'énergie, les États-Unis n'ont plus besoin de donner la priorité à la région, comme ils le faisaient autrefois, lorsqu'elle constituait une source essentielle de ressources pour l'économie américaine. Washington cesse d'exporter la démocratie au Moyen-Orient et cherche désormais à établir avec les États de la région, surtout les monarchies du Golfe, des relations strictement transactionnelles. L'avenir de l'engagement américain dans la région n'est plus principalement lié au pétrole, mais aux investissements dans le nucléaire, l'énergie, les industries de défense et l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la sécurité, la nouvelle architecture régionale est construite avant tout autour de l'expansion des accords d'Abraham, attirant d'autres États à majorité musulmane dans un cadre de stabilité soutenu par les États-Unis. La nouvelle stratégie de sécurité nationale marque le moment où Washington retire le masque de l'hégémon bienveillant. Si l'ordre international d'après-guerre ressemblait au principat romain, un système dans lequel la puissance la plus forte gouvernait tout en maintenant l'apparence d'un partenariat. Se présentant comme primus inter pares, le premier parmi les égaux, la nouvelle stratégie américaine annonce alors l'arrivée du dominat moderne. L'hégémon ne prétend plus être le premier parmi les égaux. Il assume ouvertement le rôle de souverain absolu. On trouve une analogie encore plus précise dans l'histoire de la Ligue de Délos. À l'origine, c'était une ancienne alliance défensive des cités-États grecques formée pour contrer la Perse. Elle maintenait un trésor commun sur l'île neutre de Délos. Avec le temps, cependant, la Ligue est devenue un instrument de domination athénienne et le trésor lui-même a été transféré à Athènes. Ce qui avait commencé comme des contributions volontaires pour la défense collective est devenu un tribut obligatoire, servant moins le bien commun que l'expansion de la puissance athénienne. Une transformation similaire a lieu sous l'administration Trump, imposant aux alliés de consacrer 5% de leur produit intérieur brut à la défense, dont une grande part pour des achats aux États-Unis. Combiné à la domination financière et technologique américaine, cela revient à l'équivalent contemporain de transférer le trésor à Washington. Ces transferts massifs ne visent plus à soutenir une communauté occidentale abstraite autrefois défendue par les élites libérales. Ils sont conçus pour financer la réindustrialisation des États-Unis et préserver l'empire américain. Dans cette nouvelle réalité, l'OTAN évolue d'une alliance d'égaux vers une relation de vassalité. Le fardeau des combats le long des frontières de l'Empire est transféré sur les épaules des États frontaliers. Alors que les États-Unis se replient dans le rôle de commandant, dirigeant les opérations à distance, la nouvelle stratégie enterre définitivement le mythe de la fin de l'histoire. L'Amérique ne cherche plus à sauver, réparer ni démocratiser le monde. Elle ne promet aucune justice, elle ne promet que ceci. Sous Trump, les États-Unis survivront en tant que république indépendante et souveraine.
et ils l'emporteront selon leurs propres conditions intransigeantes, financées en partie par les ressources de leurs alliés.